êtes sur la RTB, bienvenue à l'émission Culture Express. C'est une émission de décryptage de l'actualité culturelle. Pour ce numéro, on parle de parenté à plaisanterie avec le Festival international des alliances et parenté à plaisanterie de Ouagadougou. Et en seconde partie de l'émission, on va parler de musique avec Faso Music et Wad Fama. Moumini Yerbanga, comme à l'accoutumée de Radio Jeunesse, nous accompagne tout au long donc, de cette émission jusqu'à 12h. Oui, bonjour. C'est un plaisir renouvelé d'être toujours là pour Culture Express et on va dire bonjour pour commencer aux fidèles de l'émission Culture Express et plus généralement à ceux qui ne ratent pas une seule émission de la RTB. Voilà. Juste après ce qui suit, on va pour nos premiers invités. On parle d'alliance et de parenté à plaisanterie. L'alliance et la parenté à plaisanterie est un héritage commun à plusieurs pays d'Afrique et du monde. Au Burkina Faso, l'ampleur de la pratique est sans pareil. L'ensemble du territoire national est émaillé par la pratique. Il regroupe toutes les diversités des parties prenantes, ethnies, les patronymes, clans, localités, les belles familles. Nous recevons le comité d'organisation du Festival international des alliances et parenté à plaisanterie de Ouagadougou, FIAPO, avec M. Ouedraogo Wendengoudi Laurent. Oui. Bonjour. Bonjour, Oui. M. Diesongo. Voilà. On va dire vous représentez quelle communauté? Ok. Ma présentation, c'est Ouedraogo Wendengoudi Laurent, Oui. le commissaire général du Festival international des alliances et parenté à plaisanterie de Ouagadougou, FIAPO. D'accord. Et avec nous également, Madame Traoyenne Léocadi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Diesongo. Merci de nous recevoir sur ton plateau. C'est un plaisir. Et Monsieur Wali Mendieba. Bonjour. Bonjour, Monsieur Diesongo. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Absolument. Ouais, c'est ça. Comment va le groupe votre groupe, il y a un groupe là, Oui, oui. Groumachema et IATC. ça se porte bien? Oui, ça se porte bien. On avait eu un petit souci, mais bon, le groupe a été restauré avec tous ces 64 000 membres. Parce qu'on avait eu un peu un souci avec les standards de la communauté de Facebook qui ne comprend pas que dire le mot sauvage à un Yarga n'est pas quelque chose de blessant et autre. Mais c'est ce qui est arrivé vraiment? Oui, c'est ce qui est arrivé. Vraiment. À cause de ces trucs-là, on a eu beaucoup d'infractions qu'on a accumulées. Et ils ont désactivé le groupe parce que pour eux, c'était une incitation à la haine. On a dû les écrire pour montrer dans quel contexte, effectivement. Et dans notre contexte, ce n'est pas au premier degré qu'il faut prendre certaines injures comme ils le pensent. Et depuis lors, comment est-ce que vous vous tenez alors, finalement? Bon, il y a des mots que vous évitez? Oui, on a mis en place un système d'alerte de mots-clés voilà, qui nous permettent en amont voilà, de supprimer certains commentaires qui contiennent un peu ces mots-là. On a eu aussi la parade de demander aux uns aux autres de s'exprimer en langue. Par exemple, si on dit Ouénioura, on contourne l'algorithme de Facebook. Voilà, on peut bien plaisanter aussi dans nos langues et puis ça marche. Donc c'est ce que nous avons fait. Dieu merci, jusqu'à présent, ça va. Oui. À condition bien sûr que celui à qui c'est adressé comprenne la langue. Si vous vous exprimez en gourmachema, c'est pas sûr que vos dragons puissent, à moins qu'il y ait une traduction après. Notre avantage, c'est que nous comprenons la langue de nos esclaves. Mais eux, quand on parle en gourmachema, ils sont bleus. Donc souvent on profite. Quoi. Et puis il y a une sortie aussi. Hein. Oui, une sortie. Il y a eu une sortie au niveau de l'espace Fly où c'était aussi un peu un cadre de parenté à plaisanterie parce qu'on a vu que les plus jeunes, surtout ceux qui sont à Ouagadougou, dans les grandes villes, n'ont pas souvent la chance de comprendre un peu cette valeur-là. Donc, on avait fait une sortie comme ça pour permettre un peu à la jeune génération de découvrir ce que c'est, même aux jeunes aussi qui sont à Ouagadougou, qui ne comprennent pas, de connaître un peu les valeurs de la parenté à plaisanterie. Justement, on met les pieds dans le plat. La première question déjà, c'est quels sont les principes de la parenté à plaisanterie? On va commencer avec M. Ouedraogo. Ok, merci. Il faut déjà commencer par définir l'alliance et la parenté à plaisanterie. Il faut déjà dire que c'est un jeu social qui autorise les parties prenantes à l'alliance et la parenté à plaisanterie à se taquiner, à se traiter de tous les noms d'esclaves, à se tourner en ridicule, et cela quel que soit le niveau où vous vous trouvez, que ce soit sur la place publique, à l'église, à la mosquée, et même au sein de toute communauté. Pendant les événements douloureux? Pendant les événements douloureux, j'allais dire
que ce soit les funérailles, même avant les obsèques, ça se pratique. Après les obsèques, ça se pratique. Donc, et ça sans que personne ne se sente blessé, ni dans son âge, ni dans ta spécificité d'homme ou de femme, et sans censure sociale. Donc, c'est ainsi que nous définissons l'alliance et la parenté à plaisanterie. Mais pour ce qui concerne les principes, il faut dire que c'est le préalable à toute discussion, à tout échange. Donc, quand un Samo arrive dans le palais royal du Mogo Naba, c'est par ça qu'on commence, avant les salutations. Le chien du Mogo Naba s'appelle Samo, Samoro. Et chez les Bobos aussi, c'est la même chose. Un peul qui arrive chez le Bobo Mandare, chef de Bobo Mandare, c'est le préalable avant les salutations. Donc, encore pour les principes, ça exige que personne, entre parents à plaisanterie, le sang ne soit versé. Entre parents à plaisanterie, vous ne devez pas en venir aux mains. Et il ne doit pas avoir l'adultère entre les époux et les épouses des parents à plaisanterie. Les parents à plaisanterie, pour ce qui concerne encore les principes, se doivent solidarité et assistance à n'importe quel moment, en toutes circonstances. Et les anecdotes ne manquent pas. Je vous raconte une anecdote. Alors, vous savez que les gens du Nord sont très aisés. Donc, un de nos frères avait payé sa patrole toute neuve. Et un taximètre gourmatier avait mal manœuvré et il a cogné l'arrière. Et brisant les feux arrière. En tout cas, tout l'arrière là était gâté. Donc, il a fallu que un autre taximètre qui vient, qui voit la scène et qui dit que mais Gourma, tu n'as pas dit que tu es un mauvais chauffeur, voilà que tu as détruit le véhicule du monsieur là. Donc quand le Yadga a entendu ça, il a dit mais moi je ne savais pas que c'était un faux gourmatier. Il a commencé, idiot là, si tu ne quittes pas ici là, tu vas voir de quelle voie je me chauffe. Donc le monsieur il est reparti, il a manœuvré et puis il est reparti. Donc vous voyez, mais tout ça c'est sur la base de l'alliance et la parenté à plaisanterie. Il n'a même pas demandé constat parce que s'il demandait constat, le taximètre, le faux gourmatier là n'avait rien, même voilà, son truc n'était pas assuré. Donc voilà autant de raisons qui. C'était un business, ça allait être chaud. Oui, ça pouvait être chaud. Non mais les parents, les Yarsi aussi plaisantent avec les Bissa, voilà, et les Gouroussi. Donc aujourd'hui au Burkina Faso, tout le monde est dans l'alliance et la parenté à plaisanterie. Même avec les lobbies, c'est mes belles sœurs. Donc je les taquine. Si une bobo, si nous avons marié une bobo, voilà, les bobos et les moussis deviennent parents à plaisanterie. Au niveau des belles sœurs beaux-frères. Donc au Burkina Faso, personne n'est en dehors de l'alliance et la parenté à plaisanterie. C'est la même chose chez les Peuls. Quelle est la différence entre les deux thèmes, alliance et parenté à plaisanterie? Bon, c'est comme il a dit, l'alliance c'est vraiment ce qui concerne deux ethnies, si on veut bien voir. Maintenant la parenté, c'est comme il a dit, il parle le jeu par exemple du mariage par exemple. Ça fait que entre beaux-frères et belles-sœurs, il peut aussi avoir effectivement cette façon de plaisanter. En principe, quand on parle d'alliance, quand on va parler de Gourmanché, Yarsi, Gouroussi et puis Bissa. Voilà. Dans le terme alliance déjà, il y a c'est que c'est un pacte qui a été conclu entre deux groupes, un pacte de non-agression, de non-violence, pour pouvoir préserver les relations entre les différentes communautés et créer un vivre ensemble dans le groupe. Pour ajouter un peu, c'est aussi lié, comme elle l'avait dit, c'est à l'issue de certaines guerres que l'alliance à plaisanterie est née. Donc des pactes de sang, de non-agression, que beaucoup d'alliances se sont créées. Justement, en parlant de guerre, de crise, qu'est-ce que la parenté et l'alliance à plaisanterie peut faire pour décanter certaines situations malheureuses que nous vivons au Burkina Faso? D'autant plus que vous l'avez dit, c'est un phénomène qui est, j'allais dire, très actif au pays des hommes intègres. Qu'est-ce que la parenté et l'alliance à plaisanterie peut apporter pour résoudre certaines situations, notamment de conflits dans notre pays? C'est justement un des sous-thèmes
qui découle donc de la grande thématique de cette édition du FIAPO. Comment l'Alliance et la parenté à plaisanterie peuvent contribuer à résoudre certaines crises. Nous l'avons vécu au Burkina Faso, des affrontements entre des communautés. Et cela dénote que, du fait que la parenté à plaisanterie n'est pas assez exercée. Sinon, on n'aurait pas pu arriver à ces écarts. Parce que déjà, vous voyez, quand il y a un conflit entre deux communautés, il y a toujours un parent à plaisanterie qui va intervenir pour désamorcer la crise. Et si cela avait été exercé, on n'aurait pas ces affrontements que nous avons. Donc déjà, pour éviter qu'on arrive donc aux affrontements et pour éviter qu'il y ait des débordements, pour éviter qu'on ait donc ces crimes que nous avons. Et c'est pour cela que nous avons invité des experts en la matière pour venir décortiquer ces différents sous-thèmes en lien avec la lutte contre l'insécurité et en lien avec comment instaurer le dialogue social, la réconciliation au sein de notre communauté. Ça c'est en amont, mais en aval, une fois que la crise est là, est-ce que la parenté et l'Alliance à plaisanterie peut venir pour essayer de décanter une situation qui existe déjà? Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, lorsque, par exemple, le lobby est en conflit avec un sénoufo, bon, ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible que cela arrive. Ce n'est pas possible. Mais quand il y a des crises, par exemple dans la communauté lobby, on peut par exemple dépêcher un sénoufo pour aller essayer de réconcilier la communauté. Voilà. Donc même si c'est en aval, cela est toujours possible. Voilà. C'est le prolongement aussi de sa question. Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait avant et après le festival pour un véritable ancrage donc, de la parenté à plaisanterie, vous à votre niveau? Oui, à notre niveau, le Festival international des alliances et parenté à plaisanterie de Ouagadougou, qui a sa 7e édition cette année, du 25 au 28 mars dans quelques jours, au niveau de la place de la nation. Donc il faut dire que depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il y a un véritable ancrage. Nous pensons que ça a contribué pour beaucoup à la revitalisation et à la revalorisation de l'Alliance et la parenté à plaisanterie au Burkina Faso. Nous avons en 2017, depuis 2016, organisé le concours d'humour international sur la parenté à plaisanterie. Alors en 2017, il y a au moins 4 pays de la sous-région qui ont participé, des humoristes qui ont pris part à cette compétition-là. Et il faut dire que depuis 2014 à la création jusqu'aujourd'hui, il faut presque dans tous les événements, on parle de la parenté à plaisanterie. Et antérieurement, c'est des aspects qui n'étaient pas pris en compte dans les événements, dans beaucoup d'événements, mais à cause de ce que nous faisons, on a senti un élan, un dynamisme autour de la pratique ou du moins la promotion de l'alliance et de la parenté à plaisanterie. Alors l'autre implication, c'est la mobilisation des communautés alliées et parents à plaisanterie, surtout les associations que nous avons pu enrôler autour du FIAPO. Combien d'associations? Autour de 7 associations. Et nous allons rapidement les citer parce que ce sont nos communautés. Donc il y a l'association Week-end de danse traditionnelle Lobby qui regroupe les lobbies, les Gouins et les Karaboro. Il y a l'association Amicale Moussi Samo. Il y a l'association Boursina Masouagou Burkini Romika entre les Yarse et les Gourmatiers. Il y a l'association ADD d'Abidayen entre les Gourunsi et les Bissa. Il y a l'association DBP Dafing Bobopul Boaba. Il y a l'association UREC, Union pour la Renaissance et l'éveil des consciences, entre Tema, Boulissa, Kaya et New Surugbila. Donc, pour ne citer que ces associations qui sont formellement constituées et que nous avons enrôlées. Maintenant, nous sommes toujours ouverts aux autres associations qui viendraient à se créer. Et il y a un travail également au niveau des écoles. Un travail également au niveau des écoles parce que nous sommes en train depuis l'année passée d'implanter, de créer des clubs FIAPO en milieu scolaire. Les objectifs, c'est
renforcer les connaissances des élèves sur l'alliance et la parenté à plaisanterie, mais c'est aussi de les accompagner à des créations artistiques sur l'alliance et la parenté à plaisanterie, parce que c'est potentiellement artistique, cette filière-là. Donc on peut faire du slam sur la parenté à plaisanterie, l'humour, comme je disais, le théâtre, et puis même la musique. Voilà. Oui, pour compléter, j'emprunte les termes de Jean Buteau pour dire que les enfants sont les gardiens de l'identité culturelle d'une nation. Et c'est ce qui a motivé le FIAPO à implanter dans les établissements donc, des clubs FIAPO pour promouvoir la pratique de la parenté à plaisanterie et pour faire connaître les vertus aussi de la parenté à plaisanterie. Et c'est en cela que nous leur avons donné une formation au cours d'une journée de lancement du FIAPO. Et il faut aussi dire que, vous le savez, il y a de plus en plus de violence dans nos établissements scolaires et la connaissance de la parenté à plaisanterie pourrait être donc une solution à cela. Oui, alors on voit que il y a des situations où des villes ou des villages plaisantes. Par exemple, on a Manga et Sapone. Il y a dans quel cadre on inscrit cela? Est-ce que c'est de l'alliance, c'est de la parenté à plaisanterie ou ça n'a rien à voir avec ce qu'on évoque depuis le début de l'émission? Par exemple, les gens de Manga qui sont des Mossé, qui s'attaquent par exemple à ceux de Sapone et vice-versa, pourtant ils font partie de la même communauté, Manga par exemple. Je pense qu'on peut inscrire ça dans le cadre de l'Alliance à plaisanterie. Vous avez vu même qu'il y a tout récemment, en plus des villages, des localités que vous avez citées, il y a Manga et puis Kaya, qui ont aussi scellé en tout cas une alliance. Récemment passé, il y avait eu une histoire qui avait tourné au drame lors d'un match de football. Et je pense que c'est après 30 ans qu'ils ont pu, avec le gouverneur et puis les deux chefs de la localité, ils ont pu sceller cette alliance-là. Donc il y a plein d'histoires qui sont un peu dans cette logique-là. C'est de l'alliance à plaisanterie parce que c'est deux localités qui ont eu certainement un différent et qui ont réussi à signer un pacte pour aller de l'avant. La question parce qu'on sait que depuis un certain temps, le Burkina Faso bénéficie d'un ministère nouveau, le ministère de la réconciliation, piloté par le parent de Maurice Dessongo. Alors, est-ce que, par exemple, le FIAPO et les organisations qui vont dans ce cadre-là peuvent apporter quelque chose justement dans cette réconciliation dont le Burkina Faso a tant besoin? Et puis, est-ce qu'il y a eu l'approche aussi auprès du ministère? Oui, nous avons entamé la démarche auprès du ministère. C'est comme Madame Traoré, Yen Loukadi le disait tout à l'heure. Nous avons pour thème cette année la contribution de l'Alliance et de la parenté à plaisanterie à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Donc les thèmes, nous avons dégagé 3 sous-thèmes qui seront développés et ça rentre en ligne droite avec ce que vous dites. Premièrement, c'est les généralités sur la parenté à plaisanterie, les vertus, les différentes alliances et les défis de promotion. La deuxième, c'est comment l'alliance et la parenté à plaisanterie peuvent contribuer à la réconciliation nationale. Donc, qui sera développée par un expert. Donc, la troisième thématique, c'est comment l'alliance et la parenté à plaisanterie peuvent contribuer à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, qui sera aussi développée par un expert. Tout ça le 27 mars au niveau du CVC, donc à partir de 10h30. Donc, pour dire que l'alliance et la parenté à plaisanterie, en termes de dialogue social, peut contribuer pour beaucoup à résoudre des situations de conflit, de réconciliation nationale. Et même pour la réconciliation nationale, certainement qu'il n'y a pas assez de temps, sinon on aurait aussi donné une anecdote par rapport à cette contribution à la réconciliation nationale. Sinon, les démarches sont entreprises auprès de ces ministères-là pour un accompagnement par rapport à l'édition de cette année. Ce qu'on peut dire par rapport toujours à cette question de parenté à plaisanterie et de réconciliation, il faut dire que c'est un mécanisme endogène qui existe. Et s'il était vraiment bien pratiqué par toutes les couches sociales, je pense que peut-être nos politiques, même au niveau national, n'auraient pas eu tant d'efforts encore à fournir parce que c'est des mécanismes endogènes qui existent en amont
et en aval pour désamorcer toute crise qui va naître. Voilà. Est-ce que la parenté à plaisanterie peut aller au-delà d'un pays? Est-ce qu'il peut arriver qu'un Bissa ici soit un beau-parent à plaisanterie, je ne sais pas, un gourou de la Côte d'Ivoire par exemple? Bon, ça peut-être que c'est quelque chose à créer. Les alliances qui existent ont été, on va dire, codifiées de façon sociale, si bien que voilà, les différentes communautés savent que, en tout cas, si d'aventure vous croyez telle ou telle personne, c'est votre allié à plaisanterie. Mais on voit que dans la pratique, effectivement, souvent en Afrique, les gens qui sont au niveau souvent de la diaspora se reconnaissent peut-être souvent dans certaines choses. Par exemple, un Burkinabé qui va aller croiser un Ivoirien, par exemple en France, peut-être qu'ils vont se sentir assez proches. Et c'est des choses aussi qui peuvent naître. Mais peut-être que c'est pas codifié. Oui, pendant qu'on préparait l'émission, vous avez évoqué un cas. Oui, c'est effectif. La parenté à plaisanterie peut s'exercer en dehors du pays. Et en témoigne l'alliance entre les gourous de la Côte d'Ivoire et les lobbies. Ok. Voilà. Il y a les gourmetiers également, et les gourmetiers du Burkina Faso et les Kotokoli du Togo. Voilà, il y a une alliance entre, je pense, les Yatsé et les Nigériens. Et les Nigériens. Donc, je crois que et nous, dans le jargon, nous parlons de la parenté à plaisanterie transfrontalière. Donc, ça existe. Et aussi, dans le même ordre d'idée que M. Wali, le sauvage du Goulmou disait, alors, dans la pratique, il y a ce qu'on appelle les patronymes à plaisanterie. C'est des noms de famille qui entretiennent entre eux la parenté à plaisanterie. Donc, si quelqu'un du Burkina Faso qui a un nom de famille et les noms de famille qui sont un peu répartis, vous voyez, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, et dans d'autres pays, vous avez des Diarra, vous avez des Koulibaly, voilà, vous avez des Traoré. Donc, quand ils se rencontrent, en réalité, c'est les mêmes ethnies. Donc, les Koné de la Côte d'Ivoire sont pratiquement des Sénoufos du Burkina Faso. Donc, ils peuvent, quand ils se rencontrent, quel que soit le lieu, ils peuvent aller pratiquer la parenté à plaisanterie. La particularité des Goulmanchés, par exemple, au niveau du Niger ou bien du Togo, c'est qu'on a une forte communauté déjà implantée là-bas. Si bien qu'ils ont, en tout cas, d'autres alliances avec d'autres ethnies. Par exemple, au Niger, il y a les Goulmanchés qui plaisantent avec les Peuls, les Sonrai et un peu d'autres ethnies là-bas. Et en termes de perspectives pour les prochaines FIAPO, est-ce que vous envisagez d'inviter, par exemple, des ethnies d'autres pays qui vont venir? Surtout que c'est un festival international. Exactement. Oui, la dynamique est lancée. En 2019, quand nous étions en train d'organiser, on avait pour pays invité d'honneur le Mali. Et Covid-19 oblige, donc on a dû reporter cette année. Et avec les mesures barrières qui sont toujours en vigueur, nous sommes obligés d'organiser ça seulement au plan national sans un pays invité d'honneur. Sinon, la dynamique, c'est d'enrôler parce que, vous savez, dans tout l'espace CEDEAO, presque tous les pays sont dans l'alliance et la parenté à plaisanterie. En Afrique centrale, ça existe. En Amérique du Nord, ça existe. En Inde, ça existe. Entre Français et Belges, ça existe. Chez les Arabes, ça existe. Et c'est à nous, et nous sommes dans cette dynamique-là, de travailler pour enrôler toutes ces communautés alliées parents à plaisanterie au Festival international des alliances. Du 25 au 28 mars. Du 25 au 28 mars. C'est où exactement? Oui, le festival Acte 7 du FIAPO se tiendra donc du 25 au 28 mars à la place de la Nation. Voilà. On a parlé des communications en dehors de cela. Il y aura quoi exactement? Il y aura des jeux? Oui. Alors donc déjà, il faut dire que le FIAPO Acte 7 a pour thème la contribution de l'Alliance et de la parenté à plaisanterie à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Donc, cette thématique fera l'objet d'un panel. Oui. Un panel déjà le 27 mars à partir de 11h au CBC. Et un panel au cours duquel cette grande thématique sera développée à travers 3 communications. En plus de ce panel, nous avons des activités qui sont liées au festival. Il y a d'abord la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 25 mars à partir de 18h.
Il y aura des rencontres joutes oratoires. Au CBC ou... Ce sera à la place de la Nation. Voilà, donc des rencontres joutes oratoires entre les festivaliers. Il y aura des nuits culturelles à partir de 20h. Et la nuit des communautés, nuit des partenaires aussi. Et un grand bal des communautés le 28 mars à partir de 19h. Il y a aussi que l'activité sera annoncée par un cross populaire des communautés alliées et parents à Plaisanterie pour la paix le 27 mars à partir de 7h devant la place de la Nation. D'accord. Bon. Mais on est vraiment pris par le temps. L'espace sera donc aménagé en village de communauté. Et il y aura la première journée qui sera consacrée aux ethnies à Plaisanterie, la deuxième journée au patronyme à Plaisanterie, la troisième journée aux localités à Plaisanterie et la quatrième aux belles-sœurs et aux beaux-frères. Merci d'être passé. Voilà, on a reçu M. Ouedraogo Wendeng Goudi Laurent et Mme Traoré Yen Léokadi et Wali Mindieba pour parler donc du Festival international des alliances et parentés à Plaisanterie de Ouagadougou. On poursuit cette émission avec un jeune artiste qui ne cesse de surprendre par son évolution après des tubes comme S'aimer dans le vent, Marissa, River de Feeling. Nous vous proposons sa nouvelle vidéo sortie à peine hier. C'est Tout va bien, il est en featuring avec Smarty. Lui, c'est l'artiste Lee Machel. On suit sa vidéo. C'est ton défaut, faire comme les autres. Tu en demandes trop, mais je peux pas donner ce que je n'ai pas. Tu as trop de phases, tu aimes trop te fâcher. J'ai tant d'efforts, mais je peux pas donner ce que je n'ai pas. Évitons le flop, maintenant faudra changer pour de bon. Et si ton amour j'ai compté, le turbo j'ai forcé, je suis heureux au compteur. Évitons de trop parler, quand ce monde peut réparer. Toi tu veux le bain, la vache et l'argent du bain, tout ce qui au final peut nous séparer. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, quand tu veux partir, dire, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, quand tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le soir où t'as vu sa Bentley, t'as mis tous nos rêves sur le côté. Je vois toutes nos promesses en medley, y'a presque plus rien à raconter. Moi j'ai tout donné, rien que pour te voir tomber. Plus rien à raconter. Sur toi j'avais parié pour non, j'avais des projets. J'ai accroché mon petit cœur au bout de la maison. J'ai attendu que tu mords, mon petit poisson. Il faudra plus me dire que tu m'aimais. Quand j'ai oublié ce que ça valait. Tu mets mon cerveau, je suis dans l'allée. Je vais démarrer bien, ça va aller. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, quand tu veux partir, dire, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, quand tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien. Le soir où t'as vu sa Bentley, t'as mis tous nos rêves sur le côté. Je vois toutes nos promesses en medley, y'a presque plus rien à raconter. Brisé le cœur en mille morceaux, profondément touché, coulé au plus profond des eaux. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, quand tu veux partir, dire, sache que je suis l'homme de ta vie. Et t'as oublié tout ce qu'on s'était dit, tout ce que je t'avais promis. Quand tout va mal, quand tu veux partir, sache que je suis l'homme de ta vie. Mais jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, tout va bien, tout va bien.
très belle chanson de Limachel et puis une belle vidéo. Juste après ce qui suit, nous recevons notre invité, Youssef Ouedraogo des Fama. À présent, nous recevons le coordonnateur des FAMA, Faso Music Awards, célébration des acteurs de la musique, surtout les acteurs de l'ombre. Nous recevons M. Youssef Ouedraogo pour en parler. Bonjour Youssef. Oui, bonjour Marius. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé pour Youssef en tant que coordonnateur général des FAMA. De se retrouver sur ce plateau. Avant de venir, j'avais fait un post et j'ai dit je serai au tribunal de la rue. Le FAMA, à la différence des autres cérémonies de distinction de musique, a décidé de célébrer les différents acteurs de la chaîne. C'est-à-dire, ils ne sont pas cantonnés qu'aux chanteurs, donc c'est assez ouvert. Vos ambitions étaient de mettre en lumière les hommes de l'ombre également. Vous avez le sentiment que les choses ont bougé en cette édition? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été mis en lumière, ces personnes de l'ombre-là? Oui, absolument, parce que déjà en 2014, lorsque nous avons lancé le projet, nous sommes partis sur un constat qui est que l'artiste est l'aboutissement d'un travail à la chaîne. Donc il y a un certain nombre de maillons dans la chaîne de valeur et il fallait donc créer un événementiel pour mettre sur orbite ceux que vous appelez les hommes de l'ombre. Et c'est à partir de cet instant que nous avons lancé le projet. Au début, c'était un projet nouveau et beaucoup n'avaient pas compris en fait notre démarche. Mais par la suite, lorsque nous avons commencé à prendre en compte tous les métiers donc dans le domaine de la musique, nous nous sommes rendus compte par la suite qu'il y a certains hommes de l'ombre qui ont été mis sur orbite dans le cadre donc de notre événement et qui leur ont permis, si vous voulez, à travers donc des prix qui leur ont permis de se faire connaître davantage dans le milieu donc du showbiz burkinabé et de bénéficier d'une certaine respectabilité, mais d'une certaine image aussi. Et même si on veut aller plus loin, et ça leur a permis aussi pour ceux qui font des activités dont on débouche de l'argent pour demander leurs services, pas de renflouer les caisses, mais d'avoir peut-être un certain dynamisme aussi financier. En 8 éditions pour les femmes, pourquoi les femmes peinent à avoir des sponsors, véritablement des sponsors, ou vous êtes victime des Koundé parce que les Koundé ont déjà mis là-bas, autres qui peut-être créent de l'ombre aux femmes? Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, je crois que les femmes sont à l'image de beaucoup de projets culturels au Burkina Faso. Vous savez, peut-être le temps ne va pas nous permettre de faire un débat avec beaucoup plus de profondeur. Même quand vous prenez l'événementiel organisé par l'État, chaque fois, je crois que le problème qu'on met en avant, c'est la question donc de financement, la question de sponsoring. Donc nous souffrons d'un problème général de sponsoring lié donc aux événements culturels et artistiques dans notre pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, lorsque nous avons lancé le projet, vous savez que nous avons, si vous voulez, un environnement économique ou un environnement des affaires avec une certaine étroitesse qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, si vous voulez, beaucoup d'entreprises qui sont capables de soutenir donc des initiatives culturelles. Donc lorsque nous avons lancé le projet, je crois que la première des choses, ou du moins le premier handicap que nous avons eu, c'était le fait qu'il y avait une certaine similitude avec les Koundé pour beaucoup. Voilà. Et par la suite, les gens ont compris effectivement que nous nous intéressons donc aux professionnels de la filière musique et à partir de cet instant, depuis pratiquement maintenant 3 ans, nous avons un certain nombre donc de partenaires, mais nous avons estimé effectivement que, étant donné que la question même du sponsoring au Burkina Faso se pose avec une certaine acuité, il faut essayer de trouver un modèle économique du projet. C'est pourquoi nous avons basé notre modèle économique sur les mécènes. Alors, donc nous avons des mécènes qui croient à ce projet et depuis 7 ans, maintenant 8 ans, nous tenons quand même à réaliser le projet. Voilà, l'un des principes aussi liés à l'état d'esprit, disons, de naissance, si je peux me permettre l'expression, des FAMA, c'est que ça devrait être tournant. Et il y a même eu une édition qui a eu lieu à Koutgou. Cette année, c'est à Ouaga, mais c'est dans un autre cadre. Pourquoi les FAMA sont un peu comme un événement itinérant parce que ça ne reste pas sur place? Non, je crois que vous savez que lorsqu'on avait lancé le projet, moi j'ai encore le document, en fait, si vous voulez,
le document qui sous-tend ce projet, où nous avons dit que c'est un événement itinérant et qui devait donc accompagner le processus de décentralisation et le développement social des communautés au niveau des régions. Donc, nous avons lancé le projet, mais on s'était dit il faut que le projet prenne donc une certaine assise, d'abord à Ouagadougou, et puis ensuite nous allons maintenant faire le tour du Burkina Faso. Nous avons commencé en 2017 avec la ville de Koudougou, et l'événement a eu un accueil favorable dans le Boulkiemde. Et dans cette lancée, nous envisagions à l'époque aller par exemple à Tenkodogo chez mon frère Marius de Songo pour faire l'événement. Mais vous savez que depuis un certain temps, le Burkina Faso fait face donc à une crise sécuritaire, et nous avons estimé à notre niveau qu'il fallait attendre que la situation se stabilise davantage avant de commencer notre randonnée dans les différentes provinces ou les départements de notre pays. Le format est toujours porté par la JDC, l'association des journalistes et communicateurs culturels ou... Oui, bonne question, parce que il se susurre ou se murmure dans le milieu, effectivement, que des gens ont pris le projet alors que c'est un projet qui appartenait donc à la JDC. Vous me donnez une belle occasion ici pour faire un éclairage pour que les gens comprennent. Lorsque nous avons lancé le projet, nous avions voulu qu'une personne morale porte le projet. Parce que moi, je fais partie des, comment on appelle ça, des pères fondateurs de l'association des journalistes et communicateurs pour la culture. Et au fil des années, nous avons eu des années où, si vous voulez, certains donc, de notre génération qui ont mis la clé sur le paillasson ou qui ont été appelés à d'autres responsabilités. Alors, moi, j'avais estimé à l'époque que pour que cette association puisse continuer donc de vivre sur la place publique, il fallait donc que cette association pilote le projet Les Faso Music Awards, les FAMA. Alors, c'était parti parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'un événement doit survivre donc à ses géniteurs. Et vous voyez que dans beaucoup de projets dans notre pays, après que le premier responsable passe à autre chose, où il y a ce qu'on appelle le rappel à Dieu, finalement le projet meurt. Et nous avons voulu au niveau donc de FAMA que cet événement soit porté par une association et chaque année on peut mettre un comité d'organisation pour piloter le projet. Mais au fond, lorsque nous avons essayé, on s'est rendu compte que le projet était uniquement porté par moi seul. Oui. C'est-à-dire que les autres membres de l'association ne se sont pas impliqués de sorte à faire de cet événement un événement qui va appartenir donc à une personne morale qui est bien entendu donc la JDC. Donc j'ai continué pratiquement seul et avec le projet, mais j'ai toujours maintenu la personne morale qui est bien sûr la JDC, parce que toujours en perspective, c'était donc, mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que il va y avoir un peu plus d'amalgame, et nous avons mis en place ce qu'on appelle une agence de communication qu'on appelle Média Conseil, qui va piloter le projet en collaboration toujours avec la JDC, parce que je fais partie aussi des pères fondateurs de la JDC, et je suis d'ailleurs même le secrétaire exécutif en ce moment même de cette association. Donc il n'y a pas d'amalgame. Je crois que le projet il est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent venir travailler peuvent venir travailler. Vous dites que la JDC aussi vivote, hein? Oui, absolument. C'est dans ce sens-là que dans les jours à venir, nous avons un grand projet pour donner un souffle nouveau à la JDC, grâce donc à l'accompagnement de certaines institutions, notamment le Fonds de développement culturel et touristique. Nous allons faire ce qu'on appelle un atelier de formation suivi donc de la mise en place d'une fêtière qui va regrouper l'ensemble des associations de journalistes et animateurs culturels. Ça sera donc à la fin du mois, et ça va donner beaucoup plus donc d'élan à ces structures qui regroupent les journalistes. Avant de rentrer de plein pied dans l'édition 8 des FAMA, qui fait l'objet donc qui est d'actualité pour ce mois de mars, une question relative à ce qui vient d'être posé. Vous avez dit que vous avez remarqué les autres membres, disons, de la JDC ne se sont pas impliqués. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'ils n'ont pas plutôt été impliqués? Non, vous savez, nous avons le malin plaisir au Burkina Faso parfois de chercher des pousses de tête rasée. Moi, j'ai eu l'avantage dans ma vie d'être un homme sincère et franc. Alors, je souhaiterais peut-être un jour qu'il y ait un débat sincère et franc avec ces personnes qui murmurent aux côtés et qui estiment qu'ils n'ont pas été donc approchés. Vous voyez, quand vous portez un projet comme les FAMA, nous peinons même, et je peux dire que depuis le début de ce projet,
j'aurais dû prendre mes économies pour aller payer des non-lotis. Aujourd'hui, peut-être j'allais avoir une dizaine, mais j'ai pris toutes mes économies, mon énergie pour mettre dans ce projet pour lui donner une forme. Parce que je crois à ça. Et je crois que les murmures qui se font autour, nous aurons l'occasion de les évacuer sincèrement et franchement. Pour cette édition, vous avez 8 prix principaux. C'est ça, pour cette édition. Tout à fait. Comment se fait le choix Se fait le choix des catégories. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des catégories qui partent et d'autres reviennent. Tout à fait. Et le choix aussi également des nominés. Oui, nous sommes partis sous le fait que dans notre événement, il y a un certain nombre de métiers qui, en réalité, dans le secteur de la musique, qui existent et qui ne bougent pas au gré de l'actualité. Vous voyez, par exemple, quand on commençait un projet comme le FAMA, les photographes événementiels n'existaient pratiquement pas. Mais au fil des années, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en train de se spécialiser au niveau donc de la photographie événementielle. Bon, lorsqu'on commençait le projet, les danseurs, etc., donc il y avait un certain nombre de métiers qui n'étaient pas donc en vue. Donc, mais il y a certains métiers qui existaient et qui avaient déjà pris forme, dont les managers, les producteurs, etc., etc. Donc c'est à partir de là que nous avons dit, nous allons mettre en place 8 catégories, ou du moins 8 catégories principales, pour parler bon français maintenant. Et puis les autres catégories vont évoluer au gré de l'actualité et au gré aussi de la professionnalisation dans le secteur. C'est pourquoi chaque année, au niveau donc des prix spéciaux, il y a une sorte donc d'évolution au niveau des catégories. Mais les prix principaux, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Et comment se fait le choix des nominés? Alors, le choix des nominés se fait d'abord en 2 phases. La première phase, nous faisons des fiches que nous envoyons à des, si vous voulez, à des acteurs culturels influents dans le sens qu'ils ont une certaine longévité dans le milieu et ils pratiquent aussi ce métier au quotidien. Nous avons envoyé aussi dans d'autres villes de Burkina Faso, notamment la ville donc de Koudougou et la ville de Boudlasso, parce que Bobo, vous savez que c'est le grenier culturel. Et quand nous avons reçu maintenant les courriers, nous avons mis un comité ad hoc qui a travaillé sur la base de ces courriers qui ont été donc recueillis et la déclaration donc a été faite et nous sommes parvenus donc à ce verdict. Et en parcourant les nominés des 8 catégories, on assiste à la présence de nouveaux visages. On a l'impression que le FAMA donne le ton pour un renouvellement du secteur, c'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Non, je vous ai dit que parce que le comité ad hoc qui a travaillé, qui avait une certaine souveraineté dans son choix, s'est rendu compte effectivement que les informations qui ont été renseignées sur les fiches mettaient en avant cette nouvelle génération. Mais je crois que pour lever toutes sortes d'équivoques, nous avons pris en compte le 31 décembre 2019, pour ne pas dire le 1er janvier 2020, au 31 décembre 2020. Donc c'est l'année qui est prise en considération dans le cadre des FAMA 2021. C'est l'année 2020. Oui. Donc nous ne sommes pas allés en 2019. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, on a l'impression que c'est la jeune génération qui est mise en avant. Effectivement, vous avez vu que l'année 2020 a été quelque peu escamotée à cause donc de la crise sécuritaire Covid-19 et les choses ont véritablement repris à partir du mois de juillet. Donc c'est à partir du mois de juillet jusqu'à la fin de l'année qu'il y a une certaine vitalité culturelle et artistique et c'est cette période-là en réalité qui nous a beaucoup intéressés. Donc vous avez vu des œuvres qui sont sorties avant Covid, mais qui malheureusement n'ont pas bénéficié d'une certaine communication et n'ont pas connu un grand succès. Donc nous avons constaté que pendant cette période, la nouvelle génération, communément appelée par certaines personnes, a fait tabac, oui. Et nous ne pouvons pas occulter cet aspect. On va en parler. Hein. Pourquoi les managers des artistes comme Kaya Otto, Amzi et Miss Tania ne se retrouvent pas dans la catégorie de meilleurs managers? Pourtant, ils sont nominés dans les catégories tube de l'année et artiste de l'année. Ça fait quand même bizarre. Non, vous savez, il faut quand même faire des nuances. Vous pouvez avoir un artiste qui mousse, mais vous pouvez être un manager qui véritablement, vous n'avez pas de stratégie pour développer la carrière de votre artiste.
J'espère que c'est pas ce que vous dites à demi-mot concernant ces 3 managers. Nous, c'est pas ce que nous voulons dire. Nous voulons tout simplement dire que lorsque nous prenons par exemple dans la catégorie des managers, nous sommes allés sur le fait que il y a des jeunes artistes aujourd'hui qui sont en train de monter tout doucement parce qu'à la base, il y a des jeunes managers qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, font un travail souterrain pour positionner ces artistes-là. Vous savez qu'il est plus facile, moi aujourd'hui, de venir manager un artiste comme Desaltino ou Flobi, parce que l'artiste a déjà un nom. Vous voyez un peu. Donc nous ne sommes pas en train de dire que ceux qui sont autour de ces artistes qui ont été nominés dans la catégorie de l'artiste de l'année ou tube de l'année n'ont pas de mérite. Mais nous disons que les plus jeunes managers aujourd'hui qui sont en train d'abattre un travail, peut-être dans l'ombre, nous avons des loupes que nous avons donc déposées sur eux et on s'est rendu compte que ces jeunes-là, parce qu'ils ne bénéficient, ils n'ont vraiment pas de moyens, mais ils bougent les lignes, ils font bouger les lignes. Mais en même temps, quand vous prenez Kaya Otto, c'est en 2020 qu'il a percé. Avant ça, oui, mais quand vous prenez un artiste comme Kaya Otto, vous savez, le succès d'un artiste ne se repose pas uniquement aussi sur... quand on parle de succès, tout le monde, on se dit, mais Kaya Otto a éclaboussé pratiquement toute l'année en 2020. Donc, est-ce que c'est uniquement le travail de ce manager? Non. Je crois que peut-être l'artiste a bénéficié d'un certain nombre de facteurs. Ça peut être au niveau de la production qu'on a mis suffisamment de moyens. Ça peut être aussi lié à la personnalité même de l'artiste. Il y a beaucoup de facteurs. Donc on ne peut pas dire que le succès de Kaya Otto est à mettre à l'actif uniquement et totalement, exclusivement à l'actif de ce manager. Donc il y a un peu de nuances qu'il faut faire. Et puis autre chose qu'il faut ajouter, nous avons envoyé des fiches et les fiches ont été renseignées et on donne aussi ces résultats que vous avez. Ah oui? Absolument. Okay. Alors on se rend compte, parce que je suis un peu le FAMA depuis la première édition, on se rend compte qu'il y a des catégories sur lesquelles des noms reviennent très souvent. La question, c'est de savoir si au fil des années, puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même des maillons de la chaîne musicale qui ont un nombre réduit d'acteurs, est-ce qu'à la longue, il n'y aura pas un problème même pour avoir des nominés dans ces catégories? Je vais prendre un exemple tout à fait concret. On voit que au niveau de meilleur graphiste de l'année, je sais que ce n'est pas la première fois que Konaté revient. Voilà. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Est-ce qu'à la longue, ou bien au niveau des FAMA, il n'y a pas comme au niveau donc des Jeux pénals, Grand Prix national des arts et des lettres, par exemple, une certaine limite? Quand on gagne 3 fois le prix, on devient artiste de l'année et puis voilà. Est-ce qu'on peut être lauréat autant de fois pour les FAMA? Ou bien vous serez exposé à la longue à une pénurie de nominés, donc de lauréats? Non, vous voyez, par exemple, je vous ai dit que il y a des catégories quand même qui évoluent en fonction donc de l'actualité. Le graphiste de l'année, nous avons considéré ça comme un prix principal. Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que le métier de graphisme existait depuis très longtemps. Maintenant, nous n'avons pas à l'époque des graphistes qui sont spécialisés dans le domaine de la musique, c'est-à-dire au niveau des pochettes, au niveau donc des affiches de concerts, etc., etc. Alors, pour ce qui est de cette catégorie, comment nous faisons? Nous regardons donc l'année, puisque nous avons un observatoire qu'on met en place. Nous avons l'avantage au niveau du COFAMA, c'est-à-dire le comité d'organisation des Faso Music Awards, d'être des analystes et des observateurs de la scène musicale. Donc nous suivons l'année et nous regardons tous les événements qui se sont déroulés, les affiches de ces événements-là. Vous voyez? Et sur la base de ça, nous regardons les signatures et nous rentrons en contact avec les intéressés. Nous leur demandons de nous envoyer 10 œuvres chacun. Et sur la base de ça, nous consultons, si vous voulez, des graphistes que vous appelez des graphistes du peuple parce qu'ils ont atteint un certain niveau. Et c'est eux qui nous aident à sélectionner les 3 nominés. Mais quand vous prenez cette année, par exemple, le nommé Confata, il a éclaboussé l'année parce que tous les grands rendez-vous, ce sont ces œuvres qui ont été mises en avant. Alors, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il faut faire une cérémonie pour donner des trophées à tout le monde, ou bien il faut faire une cérémonie pour encourager l'excellence?
Et c'est sur la base de cela que nous avons dit, si effectivement il a été très présent au cours de l'année à travers donc ses œuvres, mais pourquoi occulter le fait qu'il soit nominé dans cette catégorie? Mais ça ne veut pas pour autant dire que les autres qui sont nominés dans la même catégorie n'ont pas de mérite que lui. Parce que c'est sur la base donc, de les œuvres que le jury va statuer. C'est vrai que vous avez des gens qui travaillent, Mais moi, j'ai une question que je voudrais bien poser, c'est au niveau de la catégorie artiste de l'année. Et je suis surpris de voir qu'il y a Amzi, Kayaoto et Tania. Et lorsque je vois les critères, ça récompense un artiste qui se serait distingué par la qualité de son œuvre musicale. Donc au niveau des thèmes, la qualité sonore, l'arrangement. Et ces spectacles ou concerts organisés avec succès. La valorisation des valeurs et idéaux du pays des hommes intègres à travers l'œuvre, donc probité, patriotisme, solidarité, cohésion entre les peuples, le courage, ainsi que des rythmes du terroir serait un atout. Au regard de tout ça, est-ce que vous estimez véritablement que ce trio-là mérite d'être dans la catégorie artiste de l'année? Surtout qu'il y a eu des artistes comme Doncha, qui a brillé en 2020, Bilaka Kora, qui a un bel album, fait quand même 2 spectacles. Au regard de tout ça, est-ce qu'ils ont leur place, sincèrement? Alors moi j'avais une sorte d'évangile. Il faut éviter de citer les noms. Mais parfois je cite les noms et j'ai des soucis. Alors moi je ne vais pas faire de comparaison. Je vais tout simplement dire les 3 artistes qui ont été nominés. D'abord, c'est le reflet donc des renseignements que nous avons eus sur les différentes fiches. Les fiches ont été adressées même à des artistes. Et ces artistes ont proposé les 3 noms que vous voyez. Maintenant, allons concrètement sur les indicateurs, ou du moins sur les critères. Quand vous prenez ces 3 artistes, ont-ils fait sortir des œuvres en 2020, oui ou pas? Si. Alors, nous avons parlé de la qualité sonore des œuvres. Nous avons parlé du succès médiatique. Bon, la qualité sonore, donc au niveau de la thématique, au niveau de l'arrangement et autres. Est-ce que nous pouvons dire que ces œuvres qui sont sorties en 2020 de ces 3 artistes ne sont pas de qualité? Alors, moi, je pense que c'est le jury qui va statuer. Mais nous, au niveau donc du COFAMA et au niveau des fiches que nous avons reçues, unanimement, on a reconnu que ces œuvres sont de qualité. Maintenant, nous avons dit que la prise en compte des valeurs et des idéaux de notre pays serait un atout. Mais en même temps, en termes de comparaison, quand il y a les œuvres de Don Chap ou de Bill Kakora, il ne faut pas se mentir aussi, qui remplissent pleinement tous ces critères-là. Vous, lorsqu'on vous envoie des fiches qui ont été renseignées, vous êtes également des observateurs de la scène musicale. Et nous étions souverains. Voilà. Le comité a donc... Voilà. Donc à un moment aussi, est-ce qu'on ne va pas trancher? Non, vous savez que... je vais tout simplement dire que peut-être si on avait mis un autre comité ad hoc en lieu et place de celui que nous avons mis en place, ça ne serait pas peut-être les mêmes nominés. Et j'ai toujours dit, la question de l'art ou de la culture, c'est une question de perception. En attendant que nous ayons des indicateurs scientifiques qui peuvent nous permettre à un moment donné de faire moins d'insuffisance ou du moins de travailler de sorte à ce qu'il y ait moins d'émotions dans nos choix. Mais en attendant que nous ayons par exemple des indicateurs scientifiques, la dimension émotion, la subjectivité, il y a une petite dose de subjectivité dans nos choix. C'est pourquoi je dis, un autre comité ad hoc avait été mis en place, peut-être que ça ne sera pas le même résultat. Mais il faut aller sur quelque chose. Nous avons administré des fiches. Et les fiches, à l'unanimité, ont donné ce résultat. C'est vrai que le comité ad hoc était composé d'un certain nombre de personnes qui suivent, si vous voulez, l'aspect musical et qui sont des professionnels et qui pouvaient peut-être décider autrement. Mais moi, je pose la question à qui veut m'entendre, est-ce que ces 3 artistes n'ont pas fait tabac en 2020? Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas le fait que d'avoir fait tabac, quand on parle par exemple de spectacle ou concert organisé. Amzi, lui, il a organisé son concert, c'était en 2019. Quand vous prenez Miss Tania et Kayaoto, ils n'ont pas eu à organiser des concerts pour eux-mêmes. Parmi eux, d'ailleurs, il y en a qui soit fuient le live ou
ont des difficultés, sont en plein apprentissage au niveau du live. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le second aspect, ça c'est au niveau de la musique du terroir. Il faut le reconnaître, ils font beaucoup plus du sampling. C'est du hip-hop, c'est de l'afrobeat. Et le fond musical, pratiquement, ça vient du Nigeria. On regarde tout ça quand même. Ça se posait la question. Bon, moi, je pense que là, c'est votre avis. Hein. Vous donnez votre avis par rapport. C'est une appréciation d'abord qui est subjective. Parce que lorsqu'on parle de la culture, moi, je sais que la langue est considérée comme l'âme d'un peuple. Et quand vous regardez tous ces artistes, ils utilisent par exemple, quand vous prenez un artiste comme Kaya Uto, même l'autre, comment il s'appelle, Amzi, il y a le choix de la langue déjà, qui leur permet donc de créer une sorte... important, évidemment. Oui, qui leur permet de créer une sorte donc de cordon ombilical avec la population. C'est important. Autre chose aussi qu'on peut dire par rapport à ce que vous êtes en train de dire, nous ne sommes pas en train de comparer la nouvelle génération à l'ancienne génération. D'ailleurs, je n'aime pas ces termes, même si aujourd'hui, ce sont les termes qui sont beaucoup utilisés. Nous sommes en train de dire que nous avons fait un travail et la méthodologie que nous avons mis en place nous a permis donc d'aboutir à ces résultats. Et nous disons encore une fois que ces résultats-là, ce ne sont pas des résultats qui sont irréfutables. On peut toujours contester. Et même si on remettait les mêmes artistes dont vous parlez, on peut aussi réfuter cela. Parce qu'on a des éléments aussi pour réfuter. Oui, d'accord. Moi, j'ai une question, c'est concernant pourquoi un conteur est dans une cérémonie de récompense de musique. Non, vous savez. Notamment KPG. Hein, oui, notamment KPG. La catégorie suprême. La catégorie suprême. Nous avons dit, il y a quand même, quand vous prenez que vous lisez, nous avons dit qu'il faut avoir un projet innovant. Hein, il faut avoir un projet innovant. Deuxième élément, il faut que le FAMA de l'année ait un projet d'abord innovant et qui permet à l'ensemble, qui met en branle l'ensemble des acteurs du monde de la culture et artistique. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez un artiste comme KPG, lorsque nous étions donc en plein Covid, il a lancé un projet, pour moi, qui est très innovant et qui a permis à beaucoup d'artistes musiciens de pouvoir donc prester, pendant qu'il y avait les restrictions et que les gens étaient pratiquement en confinement. Et nous avons estimé que le fait d'abord de créer un projet innovant pareil et de faire appel à beaucoup d'artistes, aussi bien de la ville de Ouagadougou que d'autres artistes de Bobo, nous estimons que ce monsieur, au-delà du fait que ce n'est pas un projet exclusivement musique, il a permis donc à mettre en branle, si vous voulez, tous les autres acteurs. Nous avons estimé effectivement que ce monsieur d'avoir, ou du moins c'est juste une dernière question parce qu'on sait que c'est un peu la partie tribunal, mais on a pu parler des activités prévues pour le FAMA 8. Voilà. Quelles sont les activités prévues, quels sont les artistes attendus. Très riche, hein, il y a un colloque au niveau de l'université, c'est ça, il y a beaucoup de communication, on en parle rapidement. Les FAMA off, il y a trois activités majeures. Vous avez la première activité, ça va être le jeudi 18 mars à partir donc de 16h au bâtiment P8 à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. C'était un panel de haut niveau qui sera animé par le professeur Salaka Sanou, Dr Yara Jacob, Dr Draman Konaté, le DG du BBDA Ouabou Bara et l'artiste musicien Alif Naba. Le thème, c'est l'art et la culture comme facteur de résilience. Et vous savez que l'année 2020 a été une année difficile. Alors, la deuxième activité majeure, pour aller très vite, c'est le vendredi 19 mars à partir donc de 9h à l'espace P8 à l'université, en collaboration avec l'université Joseph Kizerbo, nous faisons ce qu'on appelle le FAMA Off, et qui est un plateau de découverte destiné aux artistes émergents. Et le samedi? Et enfin, le 20 mars, à partir donc de 20h, à Royal Beach Hotel, vers l'échangeur de l'Est. Je ne fais pas de la pub, mais c'est une indication. Nous aurons la grande cérémonie de remise des trophées aux professionnels de la filière musique. Et voilà les grands. C'est un programme bien étoffé, et puis le FAMA a le mérite d'avoir des critères clair, même si c'est discutable au niveau de certains aspects, mais au moins c'est clair. Merci d'être passé. Merci. Bon, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai le sourire à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour connaître les lauréats. Hein. Tout à fait. Non, mais là, ça sera... non, on ne pourra pas. Parce que ça sera peut-être dans 2 semaines. Voilà. Allez, ciao. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.